Et, euh, et puis, on va l'étendre aussi sur Facebook et YouTube. Voilà, donc on fera des capsules, régulièrement des capsules sur des événements, des courtes vidéos sur un certain nombre de faits d'actualité au Togo qu'on va diffuser sur nos différents supports que vous connaissez déjà. Alors, Foy Nassimbe est rentré le dimanche parce qu'il n'était pas au Togo quand il y a eu les événements du 30 août, il n'était pas là. Et il était à l'extérieur, il est rentré dimanche soir. Et là, il s'active certainement à former son gouvernement. Chacune de ces femmes essaie de présenter les CV de leurs protégés. Donc, voilà. De toute façon, on n'attendra pas grand-chose de ce gouvernement, si gouvernement hier. Et donc, là, actuellement, ils sont en train de faire leur sauce gouvernementale à la saveur de UNIR. Ça court dans tous les sens, ça demande les CV. Et il y a des ministres qu'on avait nommés dans l'ancien gouvernement qui n'étaient même pas informés de leur nomination. Vous imaginez, on nomme des gens et c'est le lendemain, on nomme les gens le soir, la nuit, et c'est le lendemain que les gens apprennent en se réveillant qu'ils ont été nommés ministres. Parce qu'entre-temps, ils se sont couchés la nuit très tôt et le lendemain, en prenant leur téléphone, les gens écrivent de partout « Félicitations, monsieur le ministre, félicitations, monsieur le ministre ». Et les gens demandent « Ah oui, est-ce qu'on m'a nommé ministre ?» Les gens disent « Oui, vous avez été nommé ministre la veille ». Et donc, au Togo, le processus de nomination des ministres, en tout cas pour certains, ne suit pas une démarche rigoureuse consistant à écouter la personne, à savoir si la personne peut exercer le poste, si la personne a les capacités d'exercer le poste, si ça intéresse la personne ou pas. On nomme les gens, certains apprennent la nuit ou le lendemain qu'ils ont été nommés ministres. Et c'est comme ça que, au moins, il y a au moins 3 ou 4 personnes du gouvernement sortant qui avaient été nommées ministres. Il y a cela, ça fait quoi, ce gouvernement, 2 ou 3 ans. Et donc, voilà comment ils nomment les ministres. Et ça aussi, il faut qu'ils prennent du temps. Il faut qu'ils prennent 3 ans, 4 ans, 2 ans, 2 mois, 4 mois pour pouvoir nommer les ministres. Donc, il est rentré à Lomé dimanche soir. Et alors, je vous parle, il est en train de préparer son gouvernement à la sauce unir avec son secrétaire exécutif de parti et chacune de ses protégés essaie de vouloir placer son protégé à une place juteuse. Donc, rien de bon à attendre de tout ça. Alors, il y a le directeur de la TVT qui a été débarqué, pas forcément pour des problèmes de mœurs. C'est vrai que il y a des supports numériques qui ont diffusé il n'y a pas très longtemps des informations sur la virilité de ce directeur par rapport à ses collaborateurs, comment ça tire dans tous les sens. Avec les conflits d'intérêts, les promotions canapé, tout ça. Mais c'est pas la raison principale. Ce directeur de la TVT a pour marraine Ingrid Awade. Et quand on a pour marraine Ingrid Awade, qui est quand même une puissante de la République, on peut se permettre de manquer du respect à son ministre, qui est aussi une femme dans l'arène politique ou dans le harem présidentiel. Donc, quand on a pour marraine Ingrid Awade, on peut se permettre de manquer de respect à la ministre de tutelle, qui aussi est dans le harem présidentiel. Et donc, c'est comme dans la mafia, chacun a son protégé. Et la ministre à qui on a manqué du respect aussi, en comptant sur l'appui du chef de la mafia, peut débarquer le directeur de la TVT voilà, de manière impromptue. Donc, c'est la guerre des femmes à laquelle on assiste. On reviendra là-dessus dans les détails le dimanche prochain. Alors, ça c'est pour la TVT. Alors, il y a des soucis à la frontière Togo-Ghana. Je vais demander à la technique de nous passer 2 vidéos pour relater les soucis qu'il y a actuellement à la frontière Togo-Ghana.
ce matin, des vidéos de ce matin. D'ailleurs, les vidéos de la TVT, hier et les conséquences de la décision ce matin à certains passages de la frontière avec le Ghana aujourd'hui. Si la technique est prête, peut nous passer la vidéo de la TVT et puis la vidéo du Ghana qu'on a récupérée aujourd'hui. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile porte à la connaissance de la population que suite à une évaluation rigoureuse de la situation sécuritaire dans la ville de Lomé, le gouvernement a engagé un processus de renforcement des dispositifs de contrôle et de surveillance sur la frontière ouest dans le district autonome du Grand Lomé. Cette initiative s'inscrit dans une démarche visant à renforcer le dispositif de sécurisation du territoire afin de garantir son intégrité face aux menaces internes et externes. Elle vise particulièrement à lutter contre la criminalité sous toutes ses formes et à endiguer les menaces croissantes liées à l'immigration irrégulière, au trafic transfrontalier illicite, ainsi qu'aux atteintes à la sécurité publique observées dans certaines zones sensibles. Parmi les activités illicites identifiées figurent notamment le trafic de drogue et de produits prohibés, la traite des êtres humains et le transport de migrants en situation irrégulière, la contrebande de marchandises, carburant, gaz, médicaments, denrées, etc., le trafic d'armes et de munitions, la contrebande de ressources naturelles, le trafic transfrontalier de véhicules et de motos volés, souvent utilisés à des fins criminelles. Pour y remédier, les mesures suivantes sont immédiatement mises en vigueur dans le Grand Lomé. Fermeture de tous les points de passage non autorisés et des brèches clandestines identifiées le long de la frontière ouest. Renforcement des dispositifs de surveillance avec une redéfinition du dispositif sécuritaire dans les zones frontalières. Afin de faciliter les échanges transfrontaliers et de permettre aux paisibles populations riveraines de poursuivre sans désagrément leurs activités, des postes d'immigration sont spécialement aménagés tout le long de la frontière. Il s'agit de dans le ressort des services d'immigration de Ségbé, Akpokple, Yokwe, Kopegan, Lankouvi, Akato, Viépé, dans le ressort des services d'immigration d'Aflao, Kodome, Casablanca, Todman, Adjinomoto. Ces 8 postes d'immigration à franchissement piéton sont désormais les seuls autorisés pour les traverser à pied dans la zone frontalière du district autonome du Grand Lomé. Tous les franchissements en véhicules, motos et tricycles doivent obligatoirement s'effectuer par les postes frontaliers officiels de Ségbé et d'Aflao. Tout franchissement effectué en violation de ces prescriptions sera constitutif d'une infraction et sera sanctionné conformément à la loi et au règlement en vigueur. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile informe également que ces mesures de sécurisation des frontières seront progressivement étendues aux autres régions du pays en fonction des évaluations locales et des priorités stratégiques définies par le gouvernement. Le ministre exhorte les populations concernées à respecter strictement les consignes en matière de franchissement des frontières, coopérer pleinement avec les forces de défense et de sécurité et les agents d'immigration, signaler sans délai tout comportement suspect et toute activité irrégulière en appelant le numéro vert le 1014. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile rappelle que ces mesures visent à protéger notre territoire, à préserver l'ordre public et à garantir la sécurité des citoyens. Leur succès repose sur la mobilisation et l'engagement de tous. Fait à Lomé ce 2 septembre 2025, ambassadeur Calix Batossier Madjulba. Alors, ça c'est le communiqué du gouvernement. On va suivre la situation ce matin
à des points de passage à Akpopre. La technique. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui à la frontière. La technique continue à jouer. Voilà la situation à la frontière ce matin. Et donc, vous voyez ce qui se passe, le désordre qui est en train de s'installer. Alors, dans le communiqué du gouvernement, il est dit que c'est pour lutter contre la délinquance financière, la délinquance transfrontalière, la criminalité, le trafic de drogue, en tout cas. Et ils n'ont pas évoqué, ils ont parlé aussi de raisons stratégiques. En fait, ça fait quand même un bout de temps que Fort garde un œil sur la frontière ouest. Vous savez que cette frontière a été toujours problématique. Ça ne date pas d'aujourd'hui, même depuis le temps de Nkrumah. Avec Sylvanus Olympio, cette frontière était toujours une frontière agitée. Et donc, Fort est convaincu que si quelque chose doit lui arriver ou quelque chose doit arriver aujourd'hui dans son pays, avec tout le nombre de militaires qui désertent, ça ne peut venir que de l'Ouest. Alors, il est en train de fermer les petits points de passage qui servent de lieu qui servent de point de ralliement aux populations. Vous savez que de l'autre côté de la frontière, à partir de Casablanca à partir de Kodjevi-Akopé jusqu'à Djinomoto, à Maria et jusqu'à Popole là-bas, il y a énormément de Togolais qui ont conçu de l'autre côté parce qu'il n'y a plus d'espace à Lomé, où le terrain est très cher à Lomé. Et chaque matin, les gens viennent travailler au Togo et retournent le soir. Et donc, il y a plusieurs points de passage et ces points de passage sont gardés par des militaires. Et ces militaires aussi en profitent pour faire leur business. Vous savez que ce sont les militaires du camp d'Ajido Gomé et de la FIR qui se partagent les postes de passage des riverains et il fut même un moment le déploiement des militaires à ces postes-là a créé une altercation entre les responsables du camp d'Ajido Gomé et ceux du camp FIR parce que c'est beaucoup d'argent. Les militaires qui sont à ces postes-là, parfois en rentrant à la maison par jour, ils rentrent même parfois avec 100 000, 150 000. Donc le chef corps prend sa part et les éléments aussi, on leur donne une partie. C'est pour ça que ce qu'on affecte à ces postes de frontières-là, c'est des gens qui sont vraiment privilégiés pour les chefs corps. Donc, c'est des postes qui se font beaucoup d'argent
parce que le nombre de personnes qui traversent la frontière par jour, c'est énorme. À chaque fois que vous traversez, vous donnez 100 francs, 200, 300, parfois ça va jusqu'à 1000 francs, 5000, selon ce que vous transportez. Et donc, il y a beaucoup de Togolais de ces quartiers riverains qui vont aussi au Ghana pour chercher du gaz, parce que le gaz parfois est moins cher au Ghana, pour chercher un certain nombre de produits qui ne rentrent pas les motos. Et là, pour des raisons de sécurité liées au pouvoir de Faure Gnassingbé, parce que c'est la raison principale, ils veulent pas le dire ouvertement, ils décident de fermer tous ces points de passage pour les motos et les tricycles. Donc, si vous avez une moto ou vous avez un tricycle, en tout cas tout engin roulant, vous êtes obligé d'aller passer par Ségbé ou vous êtes obligé de passer par Aplaou. Or, il y a des enfants qui sont au Ghana et qui viennent étudier au Togo. Il y a des enfants au Togo qui vont étudier au Ghana et qui vont souvent en moto. Et donc, on ne peut pas, quelqu'un qui est à Casablanca ou quelqu'un qui est à Tikpa ou quelqu'un qui est à Ave-Maria ou quelqu'un qui est à Venou, vous ne pouvez pas l'obliger à aller passer jusqu'à Ségbé pour rentrer au Ghana et aller à l'école. Ou celui qui vit juste derrière Akosombo, celui qui vit juste derrière le poste de station d'Akosombo à Tikou, mais celui qui vit de l'autre côté de la frontière et qui n'y va pas en moto parce qu'il rentre au Ghana, il fait peut-être 1 kilomètre avant d'aller dans sa maison, vous ne pouvez pas l'obliger à aller passer par aller passer par Ségbé ou à Flaou pour rentrer. Alors, Faure et ses partisans disent qu'il est panafricain. C'est quel panafricain qui érige les barbelés aux frontières? Le panafricanisme, c'est la libre circulation des biens des personnes. Alors, c'est quel panafricain qui érige des barrières, des barbelés aux frontières et empêche les populations qui sont de part et d'autre des frontières de circuler? Voilà l'autre signe de panique. Parce que Faure Gnassingbé, même s'il a pesé vous savez que le régime togolais a toujours influencé les élections dans la région depuis la nuit des temps, depuis le temps des Adéma. Je vais revenir sur cette question tout à l'heure et envoyer un message aux Béninois. Donc, le régime togolais s'est toujours assuré que des 3 pays qui l'entourent, ils aient au moins 2 ou 3 alliés. C'est pour ça que le Togo est toujours impliqué dans la politique intérieure de ces pays-là, que ce soit le Bénin, le Ghana ou le Burkina. C'est de bonne guerre. Ils s'assurent leur arrière. Donc, vous connaissez l'histoire de l'implication du Togo dans les affaires de Sankara. Vous connaissez l'histoire du Togo dans le retour de Mati Kérékou en 96 ou 97. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Vous connaissez l'implication du régime togolais fondamentalement dans les élections au Ghana. Et donc, lorsque John Mahama est revenu au pouvoir, bon, il faut espérer que les choses allaient se passer facilement ou tranquillement parce que John Mahama, il avait aussi de très bonnes relations avec lui. Mais avec Nana Akufo-Addo, ça se passait bien parce que le ministre de l'Intérieur ou de la Sécurité du Ghana à l'époque, Kandapa, était un ami personnel de Faure. Donc, il s'échangeait facilement un certain nombre d'informations, de renseignements avec le pouvoir togolais. Mais là, il y a des soucis avec le pouvoir ghanéen. Vous vous rappelez qu'il n'y a pas longtemps, au Parlement ghanéen, le ministre des Affaires étrangères du Ghana s'est insurgé contre les accusations du Togo qui disaient que le Ghana sert de territoire pour déstabiliser le Togo et tout ça. Le ministre vraiment réagit violemment. Et aujourd'hui, autour de John Mahama, même si John Mahama a envie de faire compagnie avec Faure, son entourage ne peut pas accepter. Aujourd'hui, autour de John Mahama, par exemple, il y a un conseiller qui est togolais, Baba Sandisco, vous le connaissez. C'est le conseiller principal de John Mahama aujourd'hui. Baba Sandisco, c'était un homme d'affaires qui était à Lomé, qui faisait la promotion des artistes, qui était vraiment... il était très connu à Lomé, il s'appelle Akleso, quelque chose comme ça, et que le pouvoir lui a créé tous les ennuis. Tous les ennuis, ils ont détruit toutes ces entreprises. Il est parti s'installer au Ghana. Aujourd'hui, il est l'un des conseillers, l'un des conseillers majeurs du président ghanéen. Même quand le président ghanéen venait au Togo après son élection, il était avec le président ghanéen. Si vous voyez les photos, vous allez le voir. C'est le monsieur qui avait la touffe de cheveux. Et donc, il s'appelle Sandisco. Et ça, le Togolais n'apprécie pas ça parce qu'ils ont détruit toutes ces affaires ici. Il est parti s'installer au Ghana. Il est devenu aujourd'hui l'un des conseillers de Mahama. Et vous avez plein aussi de Togolais qui ont de très bons rapports avec des gens dans le NDC,
qui essaye de dire aux Ghanéens, écoutez, vous ne pouvez pas continuer par supporter un régime comme ça. Donc, Faure est de plus en plus convaincu que si quelque chose doit arriver à son pouvoir, peut-être du côté ghanéen, il peut y avoir quelque chose. C'est pour ça qu'il est en train de barricader la frontière. Donc, tout ce qu'on est en train de raconter, que c'est pour lutter contre la délinquance transfrontalière, le trafic de drogue et tout ça, ça fait des années que les gens vont au Ghana et reviennent. Ils savent que les gens faisaient ce trafic-là depuis. Les gens volent les motos tous les jours pour aller vendre au Ghana. Ils n'ont jamais fermé la frontière. Maintenant qu'ils décident de fermer la frontière et qu'ils disent qu'ils veulent l'élargir dans d'autres régions, vous comprenez que au Togo, la sérénité n'est pas vraiment de mise. Donc, voilà les désagréments que cette mesure est en train de créer aux populations riveraines, parce que Lomé et Aplaou aujourd'hui, c'est devenu carrément la même ville. Aplaou aujourd'hui est devenu comme la banlieue de Lomé. Donc, beaucoup de gens vivent au Ghana, ils viennent travailler au Togo chaque matin. Et donc, cette mesure, comme vous la voyez dans la vidéo que nous avons passée tout à l'heure, est devenue un véritable casse-tête pour ces populations-là. Et cela ne va contribuer qu'à exacerber les tensions et à monter la colère des gens contre le régime de Lomé, parce que les militaires, une fois qu'on leur a donné les ordres, eux, ils vont prendre l'argent. Eux, c'est ça. Eux, ils vont vraiment mettre les lunettes noires, pointer les fusils au point de passage et puis prendre systématiquement l'argent chez les gens, et les tensions vont vraiment augmenter. Et comme la rentrée, c'est bientôt, ça va être encore plus problématique, parce qu'il y a des élèves qui viennent à moto et ils retournent au Ghana. Ils ne peuvent pas aller faire le tour de Ségbé ou le tour de Aplaou pour rentrer au Ghana, pour aller à l'école, ou dans l'autre sens pour rentrer au Togo. Donc, voilà la situation à la frontière. Alors, je vais dire de cette information, je vais faire une analyse. Ceux qui font des captures là, il faut enregistrer ici et envoyer ça aux Béninois. C'est important l'analyse que je veux faire. Et vous allez bien sûr l'analyse que je vais faire. Et je le disais tantôt que le Togo, depuis Yadema, l'origine de Yadema, s'est toujours mêlé des élections des pays voisins et peut-être un peu plus loin. D'abord, les voisins, ils ont toujours un regard sur les pays voisins, histoire d'assurer leurs arrières. Le Ghana, le Bénin et le Burkina. Et un peu plus loin, le Mali et le Niger. On a vu aussi l'apport du Togo pour que Ouattara prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire, même au Libéria avec Georges Weah, jusqu'en Afrique du Sud, ils se sont toujours impliqués dans certaines élections en donnant des moyens à certaines personnes pour avoir plus tard leur soutien ou voilà, leur bienveillance. Et donc, il y a de cela 5 ans, les Togolais ont voulu jouer un peu les trolls faits au Bénin avec Rekia Matougou. Et heureusement que Talon était très vigilant. Et il a, je ne sais pas comment dire ça, il a anticipé, d'où l'arrestation de cette dame-là, Rekia Matougou, que vous connaissez déjà, qui elle est, elle était avec Faure, vous savez qui elle est pour Faure Gnassingbé. Et donc, Rekia Matougou qui est en prison jusqu'à ce jour, et le professeur Joël Aïvo, qui était aussi le conseiller juridique de Faure Gnassingbé, le professeur Joël Aïvo. Parce que pour lui, on n'en parle pas souvent, c'est les 2 personnes qui ont été arrêtées au Bénin. Et depuis 7 ans pratiquement, les relations entre Talon et Faure Gnassingbé sont toujours en dents de scie. Au début, Talon est passé par le Togo plusieurs fois, mais après, dès que Rekia Matougou a été arrêté, bientôt 7 ans, ces relations sont en dents de scie. Et généralement, quand Talon prend la parole pour parler de son départ, ou pour parler de la démocratie béninoise, ou pour parler de la limitation de mandat, on a comme l'impression qu'il jette la pierre dans le jardin de son voisin de l'Est. Et cela, forcément, gêne. Cela est perçu comme un mépris, une insulte. Et à chaque fois que Talon prend la parole, quand il parle, on sent qu'il s'adresse à son voisin de l'Est. Et ça fait très mal à Lomé que Talon s'adresse à eux de cette manière-là. Et donc, aujourd'hui, que Talon décide de quitter le pouvoir,
Quand il avait dit qu'il allait partir, les gens doutaient. Bon, les gens continuent de douter encore. Mais là, il a choisi... c'est son voisin de l'Ouest. Ouais, excusez-moi, voisin de l'Ouest. Voisin de l'Ouest. Maintenant qu'il a choisi son dauphin et que tout porte à croire que ce dauphin a des chances de gagner les prochaines élections, je ne le dirai pas de façon systématique, mais c'est possible qu'il gagne les prochaines élections. Il faut que les Béninois sachent que Faure Gnassingbé, c'est comme Poutine, hein, c'est-à-dire il intervient dans les histoires comme ça. Il va vouloir influencer les élections au Bénin, d'une manière ou d'une autre. Il va vouloir, si c'est possible, par des réseaux, cautionner quelqu'un qui soit favorable à son pouvoir. Donc, les Béninois ne doivent pas croire que parce que Rekia Madougou est en prison ou Joël Aïvo est en prison, que le danger est fini. Parce que lui, son objectif, c'est de sécuriser ses arrières, que ce soit du Bénin, du côté du Ghana et du côté du Burkina. Donc, il va vouloir influencer d'une manière ou d'une autre les élections au Bénin. Son père l'avait déjà fait avec, en 96 ou 97, lorsqu'ils ont ramené Kérékou, en achetant certains opposants qui ont lâché le président Nicéphore Soglo et qui sont partis chercher Kérékou. Kérékou lui-même, à 1 an des élections, avait été reçu à Piapa et à Dema, qui lui avaient donné les moyens. Et puis ensuite, depuis Lomé, ils se sont occupés d'acheter, de donner les moyens à certains leaders pour que ces leaders-là lâchent Nicéphore Soglo pour rallier Kérékou. Et vous savez de qui je parle, ces leaders qui ont été achetés en 96 ou 97 par le pouvoir togolais. On a un ami qui est aujourd'hui dans le combat, un officier qui parle généralement, que vous connaissez. À l'époque, il était l'aide de camp du président de l'Assemblée nationale, Daoukou Péré. Et il me racontait comment ils ont chargé les sacs d'argent dans la voiture de l'homologue de Péré du Bénin, qui a basculé dans le camp de Kérékou. Cet homologue-là que Yadema a reçu à Lomé 2, et ils ont mis beaucoup d'argent, beaucoup de sacs d'argent dans la voiture de ce monsieur. Il est encore vivant, il est vieux, il est toujours dans la politique. Et quand ce monsieur est rentré au Bénin, immédiatement, le lendemain, il fait une conférence de presse et il déclare apporter son soutien à Kérékou et il lâche Nicéphore Soglo. Et donc, cet officier qui est aujourd'hui dans le combat avec nous, il était l'aide de camp à l'époque, ceux qui ont chargé ce véhicule-là de l'argent. Et puis après, ils sont retournés plusieurs fois au Bénin avec de l'argent parce que la voiture, c'est une voiture du président de l'Assemblée togolaise, donc elle était diplomatique, donc on ne pouvait pas la fouiller à la frontière. Ils sont allés plusieurs fois avec de l'argent au Bénin chez ce monsieur et un autre qui est Adja, qui était aussi très à l'époque au Bénin. Et donc, tous ces gens-là ont eu des financements au Togo, du Togo pour ramener Kérékou au pouvoir. Ensuite, donc Kérékou est venu au pouvoir, donc Nicéphore Soglo est tombé parce que ils estimaient à l'époque que Soglo était favorable à l'opposition togolaise dans les années 90 jusqu'à 92, 93, 94, 95. Et donc, au Burkina, par exemple, je pense l'avoir aussi dit, cette information, je l'avais donnée lors de... Voilà, c'est les deux noms là que vous avez donnés, c'est les deux qui ont fait le jeu, le Bruno et le Moukwedi, voilà, c'est les deux là. Et donc, au Burkina, par exemple, pour le deuxième mandat de Roch Christian Kaboré, le Togo a fait beaucoup pour qu'il puisse passer au premier tour. Vous savez que c'est un beau national. Et donc, le Togo a mis beaucoup de moyens et je ne sais plus en quelle année ils ont fait le Roch est parti pour le la deuxième élection, pour son deuxième mandat. Je ne sais plus si c'est en 2016, je ne sais plus trop. Bon, l'année m'échappe. Mais il faut savoir que pour le second mandat de Christian Roch Kaboré, il y a des urnes qui ont été bourrées au Togo
Il y a des urnes qui ont été bourrées au Togo et convoyées dans 70 camions. Convoyées dans 70 camions, recouvertes de bâches sous forme d'une entreprise qui achemine du matériel vers le Burkina. Et ces camions ont été conduits par une unité spéciale de la gendarmerie togolaise, pilotée à l'époque par l'ancien directeur général de la gendarmerie, le tortionnaire que vous connaissez. Et ce véhicule, ces 70 véhicules-là ont été acheminés jusqu'à la frontière à CKC. Et c'est des trucs bourrés. Ils ont bourré les urnes au Togo et ils les ont acheminés jusqu'à CKC. Et une fois à la frontière, les éléments de Christian Roch Kaboré ont récupéré les 70 véhicules avec les urnes et bourrés et ils sont allés, ils les ont dispersés dans certaines régions, ce qui a permis à Christian Roch Kaboré de sortir au premier tour des élections au Burkina pour son deuxième mandat. Et malheureusement pour lui, il n'est pas allé au terme de son mandat, il a été après renversé. Donc, c'est pour vous expliquer la nocivité du régime togolais et son intrusion dans la politique interne des pays voisins, histoire de sécuriser ses arrières. Donc, les Béninois doivent rester éveillés à partir de maintenant que Talon a choisi son dauphin. Il faut surveiller les allers-retours de Yahi Boni. C'est un très grand pion du régime togolais. Il faut surveiller ses allers-retours. Il faut contrôler les véhicules qui rentrent au Bénin, même s'ils sont des véhicules diplomatiques ces temps-ci, pour voir si on n'achemine pas des moyens financiers au Bénin, parce que il va vouloir toujours sécuriser. Parce que si le jeune dauphin de Talon passe comme président, on sait que c'est Talon qui est toujours là d'une manière ou d'une autre. Donc, les relations ne vont pas certainement s'améliorer. Ça, il le sait. Alors qu'au nord de son pays, il sait que la situation aussi dans le Sahel n'est pas très, très, très bonne. Dans le Sahel, les choses sont en train de dégénérer. Vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel, le Mali, le Burkina. Vous voyez le Mali, on avait prédit tout ça, les gens nous ont insultés. Il n'y a pas de triumvirat pour gérer un pays. Ça n'a jamais existé. Vous faites un coup d'État, vous êtes ensemble. D'une manière ou d'une autre, ils vont s'éliminer jusqu'au dernier. On a vu, ça c'est une constance de l'histoire. On a vu Sankara. Sankara avec Djendjiri, Lengani, Kaboré, Zongo. Des 5 qui avaient pris le pouvoir en 83 avec Sankara, ou je ne sais pas quelle année, en 82 avec Sankara, mais les autres ont été éliminés un à un. Il n'est resté que Djendjiri et puis Kampaoré. Et Sankara a été éliminé, Lengani a été éliminé, Kaboré a été éliminé, ou c'est Zongo plutôt, je ne sais plus. Et puis il n'est resté que Djendjiri et Sankara. Et donc, les autres pays où les militaires refusent de quitter le pouvoir sous quelques arguments qu'ils avancent, ça va toujours créer des problèmes. Comme j'ai eu à vous le dire, la première victime d'un coup d'État, c'est l'armée elle-même. La première victime d'un coup d'État, c'est l'armée elle-même. Parce que le coup d'État, lorsqu'il arrive, ça disloque l'armée. Ça brise les carrières des militaires. Surtout quand c'est organisé par les jeunes officiers ou les officiers subalternes. Ils prennent le dessus sur les officiers supérieurs et donc, comme ils sont dans le complotisme permanent, ils vont commencer par éliminer les uns les autres. Et c'est comme ça que ça va se passer. Ce n'est pas... C'est pas nouveau. L'histoire est remplie des exemples. Et donc, vous voyez comment, au Mali, ils sont en train de se liquider. C'est pas fini. C'est pas fini. Parfois, ça peut être vrai, parfois ça peut être des faux coups d'État, mais l'essentiel c'est que il y a un qui va se détacher, il va éliminer les autres. Donc, il sait très bien que dans ces pays-là, ça ne va pas du tout. Sinon, le Burkina n'enverrait pas des gens aller aux Nations Unies pour demander le secours. Même la Russie ne va pas commencer par dire il faut que la communauté internationale se penche sur la question du Sahel. Chaque jour que Dieu fait, les barbus avancent, ils prennent des villes, ils prennent des localités. Pour ceux qui suivent cette actualité régulièrement, c'est une situation assez préoccupante. Donc, il sait que ses amis qui sont au front nord, à qui il s'est adossé pendant longtemps pour semer un peu de confusion dans l'opinion en Afrique, sont en difficulté. Alors, il surveille son flanc gauche et son flanc droit, l'Est comme l'Ouest.
Et donc, Faure aujourd'hui, c'est quelqu'un à qui beaucoup de chefs d'État ne parlent plus dans la région parce que son cas est devenu un cas problématique. Tout le monde le regarde d'un coin de l'œil, d'un bout. Tout le monde le regarde comme une anomalie dans la région. Donc, beaucoup de gens le regardent avec beaucoup d'anomalies en disant, mais il a quoi? C'est quand même quelqu'un qui est... Pourquoi il ne comprend pas qu'il doit partir? Donc, tout le monde le regarde. Les gens le regardent avec beaucoup de mépris. Et il le sent. Il le sent. Il sent que les gens, à part ses amis peut-être du Sahel, beaucoup de gens le regardent avec beaucoup de mépris. Donc, il sent qu'il n'est pas à l'aise. Donc, il se donne tous les moyens pour essayer de se barricader. Et donc, il va se barricader davantage. Donc, les Béninois doivent garder un œil sur le Togo parce que je ne vous fais pas de la fiction. Hein. L'analyse que je fais, je suis parti des faits. Je suis parti des éléments factuels pour l'histoire de Kérékou, d'Ehumbedi et de Bruno Amosou. C'est factuel. L'histoire de Roch Kaboré, c'est factuel. Le Ghana, on a tellement d'exemples de l'intrusion du Ghana, du Togo dans la politique au Ghana. C'est factuel. Donc, il serait vraiment curieux que le Togo, Faure ne regarde pas ce qui va se passer au Bénin dans un an. Il va certainement regarder de là-bas et voir s'il peut peut-être appuyer quelqu'un qui est favorable ou qui soit favorable à son régime. Donc, il faut que les Béninois gardent un œil sur cette situation-là. Voilà l'analyse que j'ai voulu vous faire. Alors, je passe à un autre sujet rapidement. Le mandat d'arrêt. Voilà. Donc, il y a eu un article que j'ai partagé avec ma liste de diffusion en début de semaine. C'est moi qui vous ai envoyé cet article-là. Tous ceux qui l'ont lu, elle est partie de vous. Parce qu'on est abonné à ce site-là. Donc, Togo, Lomé relance Paris pour obtenir l'extradition d'activistes de la diaspora. Vous l'avez tous lu, mais je vais vous lire cet article-là. Il est du 1er septembre. Par l'intermédiaire d'un de ses ministres de passage en France, le gouvernement togolais a invité les autorités françaises à coopérer en vue de l'arrestation et du rapatriement de certains de ses ressortissants accusés de chercher à déstabiliser le pouvoir de Faure Gnassingbé. En visite dans la capitale française fin juillet, le ministre des Droits de l'Homme du président du Conseil, Faure Gnassingbé Pakou Madjovi, a introduit auprès des services judiciaires français une requête d'extradition visant une poignée de militants togolais vivant dans l'Hexagone. Cette démarche fait suite à l'émission par son gouvernement au début du mois d'un mandat d'arrêt international à leur encontre. Ces activistes sont affiliés au M66, mouvement du 6 juin, un collectif dont les membres, pour la plupart basés à l'étranger, ont joué un rôle important dans le déclenchement des manifestations ayant ébranlé le pays durant le mois de juin. Les artistes, journalistes, blogueurs, membres de ce mouvement réclament notamment la démission de Faure Gnassingbé, à qui ils reprochent d'avoir fait passer en force une nouvelle constitution afin de se maintenir plus longtemps au pouvoir. De son côté, le gouvernement togolais les accuse de préparer une tentative de déstabilisation du pays et de la sous-région. Pas seulement du Togo, hein, il parle de déstabilisation de la sous-région. Donc, ça veut dire que nous sommes vraiment très forts. Tentative infructueuse. La demande de Lomé n'est pas sans précédent. L'extradition des ressortissants visant sur le sol français est un sujet récurrent des discussions diplomatiques entre les deux pays. Paris s'est cependant toujours refusé à livrer des personnes pour des motifs politiques. Déjà en 2002, les tentatives de la part du prédécesseur et père de Faure Gnassingbé Yadema d'obtenir le rapatriement de son ex-premier ministre Agbeoumi s'étaient soldées par un échec. S'opposant à la volonté du défunt, machin bon. Voilà. Donc, voilà l'article qui est sorti et qui nous informe, on le savait déjà, que la délégation qui est passée la dernière fois en France et qui est partie se ridiculiser sur les médias, notamment la bande Adjourovi, Afangbedi, Nachaba. Et il y avait un journaliste qui devait être de cette délégation-là avant d'être recusé à la dernière minute. Leur objectif premier, c'était pour venir introduire ici une demande d'extradition de ce qu'ils supposent être les déstabilisateurs du Togo et de la sous-région, notamment Ferdinand a été en tête, parce que vous avez vu, ils ont parlé dans l'article d'artistes, de blogueurs, de journalistes. Donc, sur cette liste-là, que j'ai pu regarder un peu, numéro 1, c'est Ferdinand Haïti. Alors,
C'est quand même une démarche assez curieuse d'un avocat qui a fait la France et qui se comporte comme un magicien du droit. C'est-à-dire, dans la tête de Faure Gnassingbé et ses petits collaborateurs de ministres qui le trompent et qui lui soutient de l'argent, il suffit d'arriver en France, de donner une liste au ministère de la Justice française et d'inscrire sur la liste Ferdinand Ité, Tero Tero, Zagabambo, Tero Tero, Togbovi PC, Tero Tero, Roméo Mokonzi, Tero Tero, telle personne, Tero Tero, et ils vont dire, la France, il faut nous les livrer. Et puis la France va dire, ah oui, on les prend, on les met dans un avion, envoyez-les en Afrique. Et donc, c'est des gens intelligents qui se sont levés comme ça, et puis ils sont arrivés comme si les juges en France ont pour nom Mahama, comment il s'appelle déjà le procureur de Lomé, Mahama, ou Poyodi, ou je ne sais quel substitut. Et donc, c'est eux qui contrôlent la justice en France, et ils vont se lever un matin, ils vont dire oui, on les met dans l'avion, on les envoie, sans aucune motivation. On dit tentative. Ils disent tentative de déstabilisation du Togo et de la sous-région. Ils ont ajouté la sous-région pour corser le dossier, pour donner plus de poids au dossier, pour dire, ah oui, c'est de vrais terreaux, il faut vraiment les livrer. Et donc, la France va se lever, et puis la France va dire, bon, voilà, envoyez-les. Et puis, ils vont nous mettre dans l'avion, et puis ils vont débarquer au Togo. Vous voyez comment ces gens-là, ils sont tellement cons. Ils n'ont rien dans la tête. Ils ne comprennent même pas comment fonctionne le système qu'eux-mêmes ils appellent système de travail. Si on était en Afrique, d'accord, peut-être que la Côte d'Ivoire, de coopération de police à police, comme les gens ne respectent pas les droits de l'homme, comme ça s'est passé la dernière fois avec le journaliste béninois, on nous prend dans un aéroport, on nous met dans un avion, on nous envoie au Togo. Ou si c'est au Nigeria, si c'est au Bénin, ou c'est au Ghana, ou c'est ça. On va prendre quelqu'un comme ça, on le met dans un avion, on envoie au Togo. C'est quand même terrible. Adjouvi, qui a fait la France, qui était avocat en France, reste à savoir s'il était un bon avocat ou s'il était un piètre avocat. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit à Faure Gnassingbé, quelle assurance il a donné à Faure Gnassingbé pour qu'on leur donne de l'argent et qu'ils débarquent comme ça en France et qu'ils viennent voir les autorités judiciaires françaises pour leur dire oui, il y a des enfants, il y a des Togolais qui sont ici qui nous emmerdent, livrez-les-nous. Et puis on va dire oui, d'accord, on va vous les livrer, comme des colis comme ça. Et il y a des gens à Lomé, leurs petits zozos qui sont sur les réseaux là, qui sont tellement fiers pour dire que bientôt on va extrader les gens. J'ai même lu quelque part, on dit que moi, je me cache comme un rat, que je ne dors même plus je ne dors même plus chez moi. Si je dois échapper, et que j'ai déjà déménagé plusieurs fois, donc si je dois échapper au mandat d'arrêt là, sur le territoire français là, c'est le déménagement qui va régler ça. Donc si je déménage, donc les autorités françaises ne seront plus là où je suis. Vous voyez comment ils manipulent les gens. Vous voyez comment regardez comment ils prennent des gens comme des idiots. Ils prennent des gens comme des idiots. Donc, eux, ils espèrent que demain matin, la justice française ou les autorités françaises vont arrêter des gens, vont les mettre dans les avions. Et puis, bien simple, aller sans retour, direction Lomé. Vous êtes sérieux là? Ça se passe certainement en Afrique, où on kidnappe les gens. Faure Gnassingbé lui-même, il a porté plainte contre un journaliste ici en France, Nicolas Poincaré. Après 4 ans de procédure, il a tapé poteau. Parce que le journaliste a dit que lui et sa famille sont des trafiquants de drogue et qu'ils stockent l'argent de drogue à la maison. Il est venu porter plainte. Il a dépêché son procureur là pendant le jour de l'audience il a dépêché son procureur là, Mahama, il est venu ici dans un vol spécial
au tribunal. Moi, c'est la 17e chambre correctionnelle. J'ai même la décision quelque part. Les juges l'ont débouté. Il a tapé poteau. Après 4 ans de procédure. Et donc, ce n'est pas seulement une question de la France. Si c'est en Belgique, si c'est en Allemagne, si c'est aux États-Unis, si c'est au Canada, ce serait pareil. Ce serait pareil. Ce n'est pas seulement une question de la France. Parce que dans ces pays, la justice fait son travail. La justice est fonctionnelle. La justice est indépendante. Ce n'est pas le pouvoir politique qui prend son téléphone et qui demande à un juge, il faut condamner celui-ci, il faut condamner celui-ci, il faut maintenir celui-ci en prison. Comme vous maintenez aujourd'hui les prisonniers, les gens qui sont en prison, qui sont en train de mourir petit à petit, les Jean-Paul Omolou, les Aziz Goma qui sont en grève de la faim, les Sativi, les Affectio, les jeunes à votre avis, la femme qui a été arrêtée, tous ces jeunes qui sont en train de faire le grève de la faim, tic révolution, parce que les ordres viennent directement de Faure Gnassingbé. Ça ne se passe pas comme ça dans d'autres pays. Donc, vous aurez dû économiser cet argent-là pour rénover les établissements scolaires qu'on est en train de nous balancer actuellement sur les réseaux sociaux. À voir l'état des établissements scolaires, même dans la ville de Lomé, mais les gens coulent, les gens versent des larmes. L'argent qui a servi à Fagbedi, à Djourouvi, Natchabaya et leur bande-là pour venir se promener ici en France et vivre dans les hôtels, ils auraient pu utiliser cet argent pour reconstruire des salles de classe. Donc, je ne sais pas. Faure lui-même, on ne comprend pas. On ne sait pas s'il lit. C'est vrai qu'il lit les SAS. Donc, il ne lit pas des documents juridiques, il ne lit pas des documents économiques, il ne lit rien. Il lit juste les SAS. Au moins, s'il avait des notions de droit, s'il lit au moins des bouquins économiques, s'il lit au moins des livres, des arrêts, il devait savoir que juridiquement, ce qu'on est en train de lui proposer là, ça ne tient même pas la route, ça ne tiendra jamais la route. Ça ne tiendra jamais la route. Le frère de Blaise Compaoré, François Compaoré, il est soupçonné ou il a été établi qu'il a pris une part importante dans l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Il vit en France. Quand il a été décidé qu'il soit envoyé au Burkina, c'est la justice française qui s'en est suivie. Il est allé jusqu'au Conseil, je ne sais pas, au Conseil des droits de l'homme, au Conseil européen, je ne sais pas quoi. L'État français a été débouté. C'est lui-même qui a commis l'imprudence d'aller à Abidjan pour voir son frère, sachant que son visa est un visa problématique et puis on ne l'a pas autorisé de revenir. Sinon, tant qu'il était sur le territoire français, parce qu'on ne peut pas envoyer dans un pays, ça c'est le principe élémentaire qui conditionne les extraditions des gens dans un pays où on torture les gens, où on assassine les gens. Or, le régime de Faure Gnassingbé est un régime connu pour être un régime, un espace de torture. Toutes les condamnations qui s'alignent à la Cour de justice de la CEDEAO en sont l'illustration. Donc, vos histoires de mandat d'arrêt, oubliez ça. Personne ne vous prendra au sérieux. La seule option qui vous reste, c'est ce que vous voulez faire. Venir louer des bandits pour attaquer les gens. Là aussi, on est en train de vous suivre. Actuellement, il y a des procédures qui sont engagées contre les gens que vous envoyez ici, que ce soit en direction du ministère de l'Intérieur en France, le ministère des Affaires étrangères et même du consulat de Lomé, pour que l'État français soit plus regardant sur les petits loupards que vous envoyez ici. Et même les officiels. S'ils arrivent à mettre la main sur un seul, vous allez voir ce qui va lui arriver. Vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez pas, dans votre tête, penser que vous allez venir sur le territoire européen commettre des actes subversifs. Et les gens vont rester comme ça pour vous regarder parce que vous êtes en territoire conquis. C'est la seule chose qui vous reste. Mais là aussi, c'est très grave pour vous. Donc, les gens qui nous appellent pour dire oui,
Voilà. Parce que Ford n'a pas fini d'arrêter les Togolais qui sont sur le territoire togolais. Maintenant, il veut aller attraper les gens en France, aux États-Unis, au Canada, pour les amener à Lomé, Manu Militari. Donc, toi, on te dit de quitter le pouvoir. Tout ce qui t'intéresse, c'est d'arrêter les gens. Tu en as tellement arrêté au Togo que ce n'est pas suffisant. Tu veux venir arrêter ceux qui sont à l'extérieur et les ramener Manu Militari à Lomé. Toi, tu ne réfléchis pas à développer le Togo, tu ne réfléchis pas à construire des écoles modernes, tu ne réfléchis pas à construire des routes modernes, à moderniser le port, à moderniser l'aéroport, à goudronner les rues de Lomé. Tu ne réfléchis à rien de tout ça. À mettre de l'eau dans les villages, à construire les écoles, à arranger les hôpitaux. Tout ce qui t'intéresse, c'est d'attraper les gens. C'est d'attraper les gens. Dès que quelqu'un te critique, il faut aller l'arrêter. Donc, pour l'arrêter, il faut inventer des histoires. C'est des terreaux, c'est des déstabilisateurs. Mais toi qui fais un coup d'État là, c'est pas toi qui déstabilise le pays. Celui qui fait un coup d'État, celui qui modifie une constitution dans un pays pour s'éterniser au pouvoir, et ceux qui le dénoncent, qui fait de la déstabilisation des institutions. Entre celui qui fait un coup d'État, celui qui a fait 500 morts en 2005, et ceux qui le dénoncent, qui déstabilise qui? Donc, la seule chose qui te reste, c'est d'aller attraper les gens. Et donc, vos petits illettrés qui sont sur les réseaux, là, ont commencé par danser. Ah, Ferdinand, bientôt à Lomé. Ferdinand ne dort plus. Ferdinand ici, Ferdinand ça. Les Agabambos sont paniqués. Ah ouais? Vous êtes sérieux, là? Ah bon? Si ça peut vous calmer, tant mieux. Vous êtes sérieux là? Vous êtes vraiment sérieux? Franchement, comme je le disais tantôt, le live ne va pas durer. Dans 5 minutes, on va s'arrêter. Mais il était important que je rebondisse sur ces sujets-là pour rappeler à Faure Gnassingbé que ce que les Togolais espéraient de lui, même s'il n'est plus capable de faire quoi que ce soit, c'est de travailler à développer le Togo. C'est de construire des routes. Regardez les quartiers de Lomé. La dernière fois, on a monté les vidéos, Nyakadé marchait derrière le séminaire là-bas. Nous sommes en plein cœur de Lomé. Regardez les rues, regardez les saletés, la crasse, les ordures, la poussière, la crasse. Nous sommes au cœur de Lomé. Ça ne te dit absolument rien. La ville de Lomé aujourd'hui n'est plus comparable à aucune capitale de l'Afrique de l'Ouest, même à aucune ville secondaire. La dernière fois, j'ai vu des boulevards dans les villes du nord du Bénin. Natitengu, Djougou, Niki. Mais j'ai vu des boulevards, de grandes avenues, des boulevards. C'est pas possible. Je ne veux pas parler du Ghana, je ne veux pas parler je parle du Bénin parce que c'est avec le Bénin qu'on a au moins un instrument de comparaison. J'ai vu, parce que quand on parle du Bénin, les gens parlent seulement du Cotonou, mais toutes les villes du Bénin sont dans une dynamique de développement incroyable. Des routes, de grandes routes, de très 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 grandes routes, double voie dans toutes les villes, de grandes routes. Dites-moi, au Togo, à part Lomé, quelle ville à l'intérieur du pays a une route à double voie? Peut-être la route qui passe devant le palais des congrès de Kara, qui lui a fait de défiler. À part ça, il n'y a plus rien. Et cette route qui passe devant le palais des congrès de Kara, c'est à peine sur 500 mètres qu'il y a le double voie. Dans tous les trucs, les gens sont en train de goudronner, de développer, de faire ci, de faire ça. Et toi, ta préoccupation, c'est d'attraper les gens. D'attraper les gens. De Ouida jusqu'à Cotonou, double voie. Cotonou, Porto Nouveau, double voie. Cotonou, Abomey, double voie. Maintenant, vers le Kossa, un peu partout. Les rues dans les quartiers.
Même à Tiémé ici, j'avais fait un reportage à Tiémé, en comparaison avec Agomeglos ou même, je pense, un avant de partir. Toutes les petites rues de la petite commune d'Atiémé, on a pavé partout. Mais quand tu franchis le pont, tu arrives au Togo du côté d'Agomeglos, oh là là. Même pas une seule rue n'est goudronnée. Ton bilan, il est où? Ton bilan, il est où? Lomé, c'est un gros village. À part les artères essentielles qui sont sur lesquelles on a mis du goudron. Et ça remonte pour la plupart du temps au temps de ton père. Parce que, à part la route d'Adito Gomé et les deux autres rues qui sont au niveau de Agoué, je ne connais pas de grandes infrastructures routières que Fora eu à faire au Togo depuis 20 ans. Toute la zone du Grand Marché, les anciens quartiers de la ville de Lomé, à Doboukom, à Guiakom et tout ça là, jusqu'au commissariat du 3e arrondissement, et Bekpehirou, tout ça, tous ces quartiers sont à l'abandon. Aucune rue n'est goudronnée. Même l'ancienne rue sur laquelle il y avait la maison du maire, Madame Sivomé, c'était une rue goudronnée. Le goudron est parti. Les anciennes rues sur lesquelles il y avait du goudron, le goudron est parti. La rue qui va vers la maison de Madame Sivomé, à partir d'Amoutier V, ou je ne sais où là, il y avait un peu de goudron. Elle a disparu. Le goudron plutôt a disparu. Rue Gaïtou, je pense qu'il y avait du goudron sur la rue Gaïtou. Là aussi, ça a disparu. Ça dit que là où il y avait même le goudron avant que Fort ne vienne, les goudrons disparaissent. Or, tant qu'on n'aura pas assaini la ville de Lomé, la ville de Lomé ne peut pas apparaître comme une ville développée. Parce que c'est l'assainissement de la ville qui permet à la ville de briller, d'avoir un éclat. Parce qu'une fois que vous faites passer le goudron, les maisons vont changer d'apparence. Les gens vont vendre leurs maisons, les gens vont rénover les maisons, les gens vont badigeonner les maisons, les gens vont passer des couches de peinture, les gens vont rénover les maisons qui sont à l'abandon. Et donc, la ville va se développer. Aucun programme, rien du tout. Lomé est un gros village. Sauf pour vos éléments qui ne sont jamais sortis du Togo. Les gens qui ont quitté, je ne sais où, de leur village, ils sont directement arrivés à Lomé et ils pensent que Lomé, c'est quelque chose. Lomé n'a même pas aujourd'hui le standing de Koumassi. Même pas de Boissy. Il y a plus de goudron à Ho, la petite ville du Ghana, Ho, qu'à Lomé. Et donc, vous êtes fiers. Au lieu de retrousser les manches pour travailler, tout ce qui vous intéresse, c'est d'aller attraper les gens. J'ai lu quelque chose sur lequel je vais revenir le dimanche, que la filiale de la Banque mondiale, c'est dans les choses là comme ça qu'on vous voit. La SFI, filiale de la Banque mondiale, Société financière internationale, en 2022, ça m'a échappé, a eu un accord avec Gozem pour financer les motos-taxis à Lomé, 6 000 motos-taxis à Lomé. Et on sait qui sont les actionnaires dans Gozem, au sein de votre pouvoir. Et donc, ils ont fait un lobbying auprès de la Banque mondiale qui a financé à 10 millions d'euros, donc 10 millions de dollars plutôt, donc 6 milliards, Gozem, pour financer 6 000 conducteurs de Zémidjan à Lomé. 6 000, Lomé Bénin, 6 000. Au Sénégal, on fait le BRT. C'est les transports en commun avec des bus modernes. Et les gens basent même avant de rentrer dans les bus comme en Europe. Au Burkina, bientôt, ils ont déversé des centaines de bus là-bas pour le transport en commun. Aérer la circulation urbaine. Éliminer les motos. Au Ghana, c'est pareil. La Côte d'Ivoire est en train d'installer le BRT avec le métro d'Abidjan. Vous allez chez la Banque mondiale faire un lobby pour financer les motos dans la capitale. 6 000 conducteurs de taxi-moto. Et ils vont acheter les motos dans les sociétés qui fabriquent les motos électriques. Ça veut dire vos propres sociétés. Alors que les immédiats, ce n'est pas un métier. C'est un travail précaire. Vous devez au contraire faire en sorte que ce truc soit éliminé de la ville de Lomé. Et donc, la ville de Lomé, nous avons la chance que la ville de Lomé n'est pas une grande ville, c'est une petite ville. On aurait pu développer facilement les transports en commun. Je vais revenir dans des lives sur comment on peut moderniser le Togo facilement. Parce que c'est un bout de pays. Avec les infrastructures facilement. Que ce soit les bus, les BRT, le tram, tout ça. Comment est-ce qu'on peut moderniser Lomé facilement?
Mais vous n'avez pas une vision de modernisation. Vous êtes parti voir la Banque mondiale pour donner l'argent à Gozem pour multiplier les motos à Lomé. Alors que déjà, Lomé, les motos font plus d'accidents. Et sans compter la pollution. Je vais vous lire l'article qui dit que la Banque mondiale a donné 10 millions de dollars à Gozem pour financer 600 000 motos à Lomé, 6 000 motos à Lomé et Bénin. 6 000 motos. Vous imaginez ça? Comme si on n'a pas suffisamment de motos déjà à Lomé. Oui, quelqu'un me parle de tram. Oui, on peut faire facilement un tram à Lomé en partant juste des emprises que les Allemands ont laissées. En partant juste des emprises que les Allemands ont laissées, on peut faire des trams à Lomé. C'est encore plus facile de faire des trams à Lomé. Un tram à Lomé, il y a plusieurs directions. Je vais vous expliquer comment ça peut se passer. Facilement, c'est un investissement facile. Un tram peut quitter Atikoumé jusqu'à Mwepé. Un tram peut quitter Atikoumé jusqu'à Detikopé. Un tram peut aller jusqu'à Tchablé. Et il y a un tram qui peut aller jusqu'à Konga, jusqu'à Néro. C'est facile. Parce qu'il y a déjà les rails, il faut juste les moderniser. Et trouver, je ne sais pas quoi, faire des stations, des gares et tout, et tout, et tout. C'est une question d'ambition. Et même, c'est plus facile à faire. Parce que d'autres pays n'ont pas eu cet avantage d'avoir déjà l'emprise des rails. Au Togo, les Allemands avaient déjà laissé les emprises des rails. Il suffit de les moderniser. C'est tout. Je réponds à celui qui a posé la question sur Internet, dans les commentaires. Mais quand on a des dirigeants qui n'ont aucune ambition, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Donc, vous allez donner une garantie souveraine à la SFI pour financer Gozem à 10 millions de dollars pour booster 6 000 conducteurs de moto-taxi à Lomé. Et mon beaucoup les Lomé, il y a le accident tous les jours. Nous, il conduit, nous, il tout coin, il traumato, nous, pour amour, à Folayame, à Bolayame. C'est mis dans le accident tous les jours. À mon le coup. Donc, il y a son bus, il y a il y a son pipa, et du gant, mais on coûte. Non, il va les dire, gars, voilà, Gozem, mais on va trop les morceaux, peut m'en coller loin, mais avant. Avec toute la pollution et les accidents que nous avons, avec les petites rues que nous avons à Lomé. Parce que, il y a un toque, oui, les ça, et mon électrique, il y a pas de joie, ça, et mon électrique, c'est-à-dire, on ne peut pas comprendre ça. Non, bon, quoi? Mais non, mais il a là, mais mandat d'arrêt. À Djouvi. Ouais, ben non, il y a avocat. Bah, au titre de lougou, le lomé, quoi, va correct. Flotte acier. Et nous, Zoro, mais nous, on est. Mais il y a là, mais le vaudé. Passez, Jessie Manuel Valls. Nene inewa, konto no yovodia nene inewa. Kono yovodia nene inewa. Bon, non, on va donc quoi, Zoro. Et c'est à Djouvien, j'étais conseiller, j'étais agent au maire de Evry Koukouron. Donc, on est venu pour attraper les petits bandits là qui empêchent mon patron de dormir. Donnez-les nous. Et donc, la justice française va dire oui. Voilà, on vous met les nègres là dans l'avion, allez régler vos problèmes au pays, vous pouvez aller vous faire zigouiller là-bas. Bon, monsieur avait la vaille, mais je n'ai pas l'habitude de manquer de respect aux gens, mais vous ne voyez pas que vous êtes des idiots. Fort, Yassimbe, le prochain qui viendra encore te proposer un business comme ça, il faut l'attraper, il veut te soutirer l'argent. Le prochain de tes collaborateurs qui viendra pour dire ah, Fort Yassimbe, on va trouver un moyen pour attraper les gens là. Il faut savoir qu'il veut te prendre l'argent pour venir faire la vie en France. Il faut l'attraper. Ne lui donne rien. Parce que ça ne donnera rien. 100 ans, ça ne donnera rien. Vous n'avez même aucune motivation. Aucune motivation. Ce n'est pas des gens qui ont commis des crimes, ce n'est pas des gens qui ont tué des gens qui sont venus se cacher en France. Même si c'était le cas, pour les livrer, c'est une procédure judiciaire. Elle est très longue d'ailleurs.
et au bout, vous n'aurez rien. Donc, concentrez-vous à développer la ville, à travailler, à régler le problème des gens. Plutôt que de dépenser l'argent à gauche et à droite. Là, vous êtes parti payer des Ivoiriens pour raconter des histoires sur la toile qu'il y a coup d'État au Togo. Parce que, justement, vous avez besoin d'arguments pour fermer la frontière du Ghana. Donc, vous avez envoyé des Ivoiriens, vous leur avez donné de l'argent. Cette semaine, on était là tranquillement et c'est les Ivoiriens qui nous informent qu'il y a coup d'État au Togo et qu'on a arrêté des gens au Togo. Tous ces gens-là, vous les avez donné de l'argent pour raconter des bêtises. Alors qu'il ne se passe absolument rien au Togo. Vous qui m'écoutez là, vous avez vu tous des Ivoiriens, non? Ce sont tous des communicants de l'AES qui ont dit cette semaine que, début de semaine, qu'il y a coup d'État, tentative de coup d'État au Togo. Vous les avez entendus, non? C'est des gens qui ont été financés par le régime pour dire ça. Parce que le régime a besoin d'arguments aujourd'hui pour dire on veut les déstabiliser, donc renforcer la sécurité à la frontière avec le Ghana et peut-être même éliminer certains officiers dans l'armée. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, ça présume quelque chose qu'ils veulent faire dans l'armée. Est-ce qu'ils n'ont pas envie d'éliminer certaines personnes dans l'armée? Donc, en inventant une histoire comme ça, est-ce qu'ils n'ont pas un projet d'éliminer quelques officiers pour dire, ah oui, il y a quelque chose comme ça? Donc, nous, on est au Togo, nous sommes des Togolais, aucun média togolais, télévision nationale, rien n'a rien dit. Et c'est des Ivoiriens, des activistes ivoiriens qui sont sur la toile et qui ont commencé par crier que oui, coup d'État au Togo, qu'on a arrêté 15 personnes qui sont des Ivoiriens. Que même certains sont gendarmerie de Yokwe, d'autres sont SCRIC. Et nous-mêmes, les Togolais, on n'est pas au courant. Donc, vous êtes en train de créer des situations comme ça, des complots imaginaires, des trucs comme ça. Il y a un temps, il est pour boire la mini, arbitre, mini, vous êtes tout. Vous êtes en train de vous mélanger vous-même. Et le peu d'argent qu'on a dans le pays, mais là, ce vénana influenceur ivoirien, on a globé, au coup d'État, les Togo. Les gens nous appellent partout, au coup d'État, les Togo, hein. Oh, les figures. Oh, Ivoiriens, oh, les blancs. Alors qu'il se passe au Togo. Et tous ces gens-là ont quelque chose de commun, ils sont des communicants de l'AES. Et c'est vous qui les avez payés pour raconter ça. Alors, on se pose la question, quelle est l'intention que vous avez en disant à ces gens-là de dire qu'il y a coup d'État au Togo? Soit vous voulez éliminer des officiers prochainement dans l'armée, vous voulez purger l'armée, vous voulez faire une purge dans l'armée, ou soit vous cherchez des arguments pour barricader le pays. Il est dit là-haut. Donc, soyez-en sûrs que les choses ne resteront pas comme ça. Ça finira par bouger d'une manière ou d'une autre. Donc, après 20 ans au pouvoir, Faure Gnassingbé, tu ne peux plus rien faire au Togo. Rien. Tu ne pourras plus rien faire. Ton gouvernement que tu prépares là, ce seront les mêmes que tu vas reconduire. Même si tu amènes même des têtes nouvelles, ils ne pourront rien faire parce que le pays est déjà pourri. Ton système est déjà pourri. Rien, ils ne feront. Le système est déjà gangréné. Tu peux amener même, je sais pas comment on l'appelle, les meilleurs économistes du monde pour les nommer ministres. Rien, commis. Parce que ton système est déjà sclérosé. Rien de bien ne sortira de ce système. Au contraire, ça va s'enfoncer. Comme je vais eu à le dire, chaque jour que tu passes au Togo, à la tête du Togo, c'est une journée de perdu pour les Togolais. Ton système est métastasé, comme on le dit, pour un cancer. Donc le Togo ne va continuer que pour s'enfoncer. Et les pays voisins vont se moquer de nous. Mais la géopolitique régionale va t'isoler davantage. Aujourd'hui, le Togo apparaît comme un État voyou entouré des pays modernes. Tous ceux qui nous regardent avec un œil moqueur. Les Béninois nous regardent, ils rient. Les Ghanéens, eux, ils se moquaient de nous depuis. Même ceux qui sont au Sahel, qui font des efforts malgré la guerre, ils se moquent de nous. La Côte d'Ivoire, n'en parlons pas. Donc, tu es devenu une curiosité régionale. En plus que tu ne fais rien. Tu ne travailles pas. Les gens viennent au Togo, ils voient que tout se dégrade. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. Absolument rien. Donc, tout le monde est là, tout le monde regarde. Donc, tu es devenu le seul petit enclos
je ne dirais pas un État sauvage, mais le plus arriéré des États entouré par des pays modernes. C'est ça la réalité. Tous les jours aujourd'hui au Togo, les week-ends, ils vont au Bénin. Pour les week-ends. Beaucoup ne vont plus à Palimé, ils vont au Bénin. Tous ceux qui volent un peu de l'argent, là, les gens de l'OTR, on les voit au Bénin dans les grands hôtels, où parfois la nuitée, c'est 200 000 francs. Ils font des convois, ils ont des voitures, tout ça, ils font des convois, ils vont au Bénin. Ils rentrent dimanche après-midi. Les week-ends, il y a plus de voitures RT, ou je ne sais pas comment, il y a plus de voitures togolais aujourd'hui à Cotonou que de voitures béninoises au Togo. Et ils sont en train de se moquer de nous. Et donc, tu deviens la risée. Mais comme tu n'as pas d'honneur, comme tu n'as pas de dignité, tu vas t'accrocher jusqu'au bout. Parce que ton père, quelque part, t'avait dit de ne jamais laisser le pouvoir, sinon tu ne le retrouverais jamais. Si tu étais un homme d'honneur, si tu étais un homme qui avait un minimum de dignité, tel que les présidents des pays voisins le font, un seul homme ne peut pas régner éternellement pour développer un pays. Je fais ma part, je m'en vais. Le président ghanéen vient d'arriver. Pour apaiser le Ghana, il dit déjà en 2028, je pars. À peine il est arrivé, il annonce déjà son départ. À peine il vient de prendre fonction, il annonce déjà son départ. Maintenant, vous qui êtes dans UNIR, vous les petits qui sont dans UNIR, là, les soi-disant intellectuels, là, vous voyez, celui qui probablement va remplacer Talon Bénin, il a 50 ans l'année prochaine. Là, il a 49 ans. Vous les plus grands diplômés, qui servait Faure Gnassingbé. Vous n'avez pas envie d'être quelque chose demain. Un instant, je regarde un message. Je pense que vous n'avez pas envie de devenir quelque chose demain. Rien du tout. Continuez. Continuez pas à servir quelqu'un qui n'a aucune considération pour vous, qui vous humilie, qui vous humilie. N'ayez aucune ambition. Restez là-bas. Voilà. Ah, il semble que ce que les autorités togolaises espéraient. Ah, ok. Il semble que le ministre Stanislas Bamouni Baba est nommé ministre secrétaire général du gouvernement, décret lu à la télévision tout à l'heure. Donc, en remplacement de Trimois. Ah ouais. Donc, Trimois, lui, faisait déjà la dépression. Donc, Stanislas Bamouni Baba, c'est lui qui était au Haut Conseil de la mer, est nommé ministre secrétaire général du gouvernement. Ok, tant mieux. Donc, que la fille est devenue premier beer. Ok. L'information que je recevais, c'est que quand Adjourvi est venu ici, il pose comme condition que la justice française nous livre. Et eux, ils vont relâcher, et comment appelle-t-on, Steve Rouard, le Guadeloupéen qui est arrêté à Lomé. Donc, vous voyez le raisonnement. C'est-à-dire, quand ils sont arrivés ici, il y a Thomas Dietrich qui vient de poster ça. C'est lui qui m'appelait avant que je ne commence le live là, et puis vous avez dit micro. Et que lui, il a eu ça de ses sources au Quai d'Orsay, que ce qu'ils sont venus demander, c'est que la justice française nous livre monnaie d'échange. Eux, ils vont relâcher c'est pas Rouillard ou Roua, un truc comme ça. C'est-à-dire le Guadeloupéen qui a été arrêté à Lomé. Voilà, monnaie d'échange, échange. Sauf que les Français, ils n'ont rien à foutre de Steve Roy. Il faut que vous les sachiez, ils n'ont rien à cirer de ça. Ils n'ont rien à cirer de ça. Vous êtes tellement ridicule. Donc, vous nous prenez pour des terreaux, quoi. Donc, on va nous livrer contre un Français qui est au Togo. Mais vous êtes rigolo. Vous pouvez garder le Guadeloupéen là-bas, gardez-le même 100 ans.
Il ne se passera rien. Vous avez intérêt à le libérer. Parce que si vous pensez que c'est en le gardant là-bas que la France va envoyer au Togo les Agabambo, les Togovi PC, Mokonzi, Ferdinand, vous attendrez longtemps jusqu'au retour de Jésus. Vous êtes vraiment con. Si vous ne réfléchissez pas, quoi. Youa. Ayo. Ouais, c'est comme des ravisseurs. Ils se comportent comme des voyous, des ravisseurs. Donc, la question est de savoir qu'est-ce que ce gars-là faisait à Lomé et qu'est-ce qu'on lui reproche. Parce que c'est quand même surprenant que quelqu'un qui est guadeloupéen, comptable de formation, se retrouve à Lomé et qu'on l'arrête, on le présente comme quelqu'un qui est venu pour déstabiliser le Togo. Je me demande si quelqu'un n'a pas attiré ce monsieur dans un piège, ils l'ont pris, maintenant il veut se servir de monnaie d'échange. Et vous pensez que ça va marcher? C'est terrible. Donc, vous êtes maintenant des ravisseurs. Ok. Les amis, c'était juste un live de 1 heure de temps, on a débordé. Je vais vous laisser vous reposer. Dimanche, on va continuer avec le dossier des militaires. Peut-être d'ici là, il y aura leur fameux gouvernement. Je vous ai dit qu'ils étaient en train de préparer la sauce. Donc, les premières nominations ne commencent pas à sortir parce qu'il faudrait rentrer dimanche. Et il a appelé son secrétaire exécutif de l'UNIR. Ils ont commencé par préparer la sauce gouvernementale. Et chacune de ces femmes essayait d'envoyer les CV de son protégé. C'est comme ça que ça se passe. Au Togo, c'est les femmes qui envoient leurs protégés dans le gouvernement. Donc, il va s'assurer du quota de chaque femme dans le gouvernement, plus lui-même son propre quota. Et c'est ça le gouvernement. Donc, voilà. Et donc, d'ici là, peut-être, son fameux gouvernement va sortir. Il semble que ça sortira avant l'élection des maires. On va décortiquer tout ça. Bon, Trimois, lui, il vient d'être viré. Il va aller s'occuper de son investissement dans la morgue. Et de Dr Lafia, lui, lui va s'occuper de son investissement dans la morgue. Ah ouais, on vient de nommer un directeur de la TVT, Komuncha Pana Peyeshi, nouveau directeur de la TVT. Ok, c'est ça. Donc, Joseph Amégan, qui se croyait intouchable parce qu'il est de UNIR et qu'il a pour marraine Ingrid Dawadé, ils l'ont poussé dehors parce qu'il a manqué de respect à son ministre de tutelle. Voilà comment ça se passe. Donc, voilà. Dimanche, on va décortiquer tous ces sujets-là. Allez, merci aux 4000 personnes qui sont sur TikTok, aux 6700 sur YouTube, et puis je ne sais plus combien sur Facebook, je vais regarder sur Facebook. Je vous dis merci. Facebook, vous étiez 794. Dimanche, on va faire la seconde messe. Après la messe à l'église, on fera la seconde messe, comme vous l'appelez. Et on parlera on va reparler de l'armée, parce qu'il est important que nous multiplions des analyses sur l'armée togolaise, qu'on parle aux militaires. Je vous ai dit, c'est eux qui ont la clé du problème togolais. Il y a de plus en plus de prise de conscience. Et donc, dimanche, c'est à 14h GMT, comme toujours. Si Dieu nous prête vie et que si on est en bonne santé, on se retrouvera ensemble. Et peut-être dimanche, on aura moins de sujets comme ça. On ne va pas faire 3 heures, 2 heures, 4 heures de temps. Mais soyons sûrs d'une chose, quel que soit le gouvernement que Faure Gnassingbé va former, il ne fera rien. Ils sont dans un pays où ils font juste du rafistolage. Pati. Et Fianwa Ougan. Et donc, à partir du moment où le chef même qui est à la tête du pays, il a des intérêts partout, ce pays-là ne peut pas se développer. Et qui n'a envie de rien faire, de se promener dans le monde, de marcher sur le tapis rouge et tout ça, c'est tout ce qui l'intéresse. Rien du tout. Tous les secteurs aujourd'hui sont en délabrement. Tous les secteurs aujourd'hui au Togo sont en délabrement. Regardez l'état des écoles. Vous voyez les vidéos qui circulent sur la toile. L'état des écoles. Les écoles, à Lomé, à l'intérieur du pays. Les écoles.
Les écoles sont comme des porcheries. Comment voulez-vous former des citoyens qui soient honnêtes, qui soient des gens civilisés dans des écoles qui ressemblent à des porcheries? Parce que l'environnement conditionne l'homme. Quand tu vis et tu grandis dans la saleté, tu auras tendance à produire des choses sales. Regardez l'état de nos écoles. Regardez l'état de nos établissements scolaires. Comment voulez-vous qu'on produise des enfants qui soient civilisés, intelligents, des enfants qui sont portés sur la modernité quand ils vont dans des salles de classe qui sont sales? Il n'y a pas de toilettes. On ne leur apprend pas à aller dans les toilettes modernes, à entretenir les toilettes. On ne les apprend pas à manger en cantine, à entretenir les cantines, à laver les plats, la propreté, rien du tout. C'est pour ça que ceux qui ont fait l'internat, ceux qui ont fait les collèges où il y a l'internat, ont toujours une longueur d'avance sur les autres. Parce qu'à l'internat, on vous apprend la propreté. Comment vous devez laver vos habits, entretenir les toilettes, les douches, tout. La clôture et tout ça. Comment on peut avoir des citoyens modernes portés sur la propreté quand ils fréquentent des établissements qui sont sales? Allez dans l'administration togolaise. Allez dans l'administration togolaise. Allez voir les lieux de soulagement dans l'administration togolaise. Nemi fiora domi bâtiment bâtiment koke ni lekon. Nemi toilette to memi matin dans l'administration togolaise. Nemi toilette to memi matin. Ça veut dire que à mon compte les foulés au doigt. Wontoa. Bien imaginer gazé que le Wantoba Rome est un borno va fiabe domea. Au point de fiabe noué, on a des ordres. Certains ne le savent même pas. Parce qu'ils n'ont pas été habitués à ça. On ne peut pas avoir un pays comme ça. C'est les saletés qui sont partout. Donc, que Dieu nous garde. Je voudrais inviter tous ceux qui nous appellent pour parler de mandats, qui ont peur pour nous, tout ça, dormez tranquillement. Nous-mêmes, on dort tranquille. Il n'y a aucun souci. S'il y a un danger, c'est nous-mêmes qui allons vous dire. Il n'y a aucun souci. On dort tranquille. On dort tranquille. On mène nos activités tranquillement. Moi, j'ai encore une série d'activités cette semaine, jusqu'à la semaine prochaine, y compris même avec des officiels ici. On mène nos activités tranquillement. Il y a 3 jours, j'étais avec le maire de Paris dans une activité à Hidalgo. Donc, dormez tranquillement. Mais dans tranquillement. Rien. Parce que personne n'a encore rien fait contre le Togo. On dénonce juste une situation d'injustice. Et le fait de dénoncer une situation d'injustice ne peut pas servir d'argument à arrêter quelqu'un et à l'envoyer dans son pays. S'il y a quelqu'un au Togo qui réfléchit comme ça, il est bête. Il est bête. Tellement bête. Tellement bête. Ils peuvent faire ça en Afrique, oui. C'est facile en Afrique d'attraper les gens. Même dans certains pays africains, ça ne passera pas. Mais dans d'autres pays, oui. Mais ici, impossible. Maintenant, les loupards qu'ils envoient là, on va les traquer aussi. Les loupards qu'ils envoient ici là pour poser des actes subversifs là, on va les traquer aussi. Et vous allez voir ce qui va leur arriver dans les jours qui viennent. Donc, restez tranquille. On est tranquille. On continue nos activités. Moi, il m'arrive dans les activités de rencontrer, au passage, parce qu'on mène plein d'activités dans notre processus, programme et tout ça, où vous rencontrez des officiels de ce pays, vous échangez quelques mots. Donc,